Je vais vous proposer un spécial Halloween aujourd'hui. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le magnifique cimetière de Laeken, un endroit qui me tient particulièrement à cœur et que j'apprécie vraiment pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un cimetière extraordinaire, on l'appelle souvent le Père-Lachaise bruxellois, mais c'est aussi un cimetière qui renferme un tas de secrets, un tas de mystères et énormément de personnalités également. Alors, il faut peut-être remettre dans le contexte ce lieu d'exception. C'est en fait un petit cimetière communal. Laeken est, dans le courant du 19e siècle, une commune comme les autres, avant d'être attachée bien plus tard à la ville de Bruxelles. Et en 1830, il y a une sorte de basculement, puisque malheureusement, la première reine des Belges, Louise-Marie d'Orléans, décède. Or, avant son décès, elle avait émis le souhait de pouvoir être enterrée dans le cimetière de Laeken. Alors, elle sera enterrée dans la crypte qu'on va construire plus tard. Comme vous pouvez le voir, nous avons droit à une petite église au départ, une petite église qui existe, qui est encore là, que peu de gens connaissent à l'intérieur du cimetière, de l'enceinte, par là-bas, et qui sera rapidement remplacée par une grande église, la grande église de Laeken. Et après ce choix, qui est très politique et très royal de fait, eh bien, finalement, toutes les grandes familles, les notables, les familles bourgeoises, les nobles, vont souhaiter eux aussi se faire enterrer tout proche de la famille royale et de la première reine des Belges. C'est une situation un petit peu particulière parce que nous sommes, comme je le disais, dans le plus vieux cimetière de Bruxelles. C'est aussi le dernier cimetière paroissial. Alors pourquoi cimetière paroissial? Tout simplement parce que c'est un cimetière qui est juste autour de l'église, ce qu'on ne retrouve plus à partir du 19e siècle, puisqu'on a tendance à justement évacuer la plupart des cimetières en dehors des villes pour justement avoir plus de place et parce qu'on estime que ça n'est pas très bon pour l'hygiène d'avoir des morts juste à côté des maisons. Et donc ce cimetière a pu être maintenu pour toute une série et notamment des raisons dites royales. C'est assez intéressant. Justement, je vous encourage à découvrir les tombes parce que l'art funéraire ici est à son paroxysme. C'est un lieu d'exception, un lieu qui vraiment mérite qu'on s'y perde et je dirais parfois justement pour mieux se retrouver parce que vraiment il y a de vrais petits joyaux. Je pense notamment à une tombe, enfin ce qui aurait dû être une tombe. Il y a par exemple un original du penseur de Rodin. Voilà, c'est une personnalité qui avait voulu placer le penseur de Rodin, un des exemplaires qui existent dans le monde, on en a un en tout cas, et qui finalement au dernier moment a changé d'avis et a donné l'œuvre à la ville de Bruxelles, disant tiens, si vous savez en faire quelque chose, eh bien par exemple, c'est une des œuvres qui se trouve dans ce cimetière. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses, c'est un vrai musée à ciel ouvert. Alors, devant le succès de ce cimetière, on va avoir un petit souci, puisque dès 1867, eh bien, le cimetière est beaucoup trop petit. Donc c'est malheureux, c'est qu'il est victime de son succès. Arrive justement un jeune échevin à ce moment-là, un certain Boxtal, qui est jeune échevin des travaux publics pour la commune de Laeken. C'est un échevin ambitieux qui est assez intelligent et va réfléchir à la façon d'augmenter la capacité du cimetière. Comme il n'est pas possible de l'élargir, tout autour c'est déjà construit, il y a de plus en plus une pression immobilière, eh bien il va avoir l'idée assez révolutionnaire pour l'époque de construire ou de reconstruire plutôt le cimetière sur lui-même, comme un cimetière par couche. Aujourd'hui on dirait un peu une lasagne. Eh bien on va se retrouver ici, sur cette zone-ci plus particulièrement, puisque c'est la zone sur laquelle on va commencer à faire ce travail assez révolutionnaire, c'est de retravailler le cimetière sur lui-même. Là où jusqu'ici il y avait une place pour une concession, donc un corps, eh bien lui, il va dédoubler, et même plus que ça, il va démultiplier la capacité du cimetière parce que pour chaque espace que vous voyez là, il y a en dessous des galeries funéraires. Des galeries funéraires qui permettent de faire 5 fois plus de place qu'il n'y en avait jusqu'ici. Devant le succès aussi, eh bien, on va continuer et il y aura différentes phases que j'aurai l'occasion de vous montrer plus tard, puisque entre 1867 et 1935, on va continuer à agrandir cette partie souterraine avec finalement un lieu qui fait aujourd'hui près de
1 km de galerie. Donc vous imaginez plus de 4000 tombes qui sont des tombes souterraines, 4061 tombes exactement. Donc vous voyez, un lieu tout à fait exceptionnel. Alors, malheureusement, quelques années plus tard, Boxthal devient bourgmestre de Laeken, un bourgmestre qui fait énormément pour sa commune. Il décède en 1920, d'ailleurs l'année suivante, la commune de Laeken et Neder-Rembeek ainsi que Arren vont faire partie de la ville de Bruxelles. Il faudra attendre la mort de Boxthal parce qu'il refusait viscéralement que sa commune ne soit incorporée dans le territoire de la ville de Bruxelles. Mais il aura droit quand même à tous les honneurs, puisque ici, vous seriez passé à la fin du 19e siècle, c'est par ici, cet espace-ci, que vous seriez rentré dans les galeries funéraires. Il se fait que quand il décède, on a envie de lui rendre les honneurs, et donc Boxthal, eh bien, on va l'installer ici. Vous le voyez, juste ici derrière moi. Et donc, pourquoi je vous le montre? C'est parce qu'il a donc une tombe en surface et une tombe en sous-sol. J'aurai l'occasion de vous la montrer dans quelques minutes. Mais ça n'est pas le seul, il y en a plein. Comme je le dis, plus de 4000 tombes ici. Je me permets aussi de vous en montrer un autre qui est assez connu également. Il est juste ici derrière moi. Voilà, un homme plein de talent, grand architecte devant l'Éternel, c'est Joseph Poullaert. Alors Joseph Poullaert, il est connu notamment pour le palais de justice, mais pour pas mal d'autres monuments et bâtiments situés en région bruxelloise, et notamment aussi pour l'église de Laeken. L'église de Laeken est une église faussement ancienne. En fait, c'est une église qui a été construite au 19e siècle. Et comme vous le voyez, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, Poullaert était un architecte brillant, mais n'a jamais été très brillant pour choisir ses pierres. Ça se remarque dans pas mal de ses créations. Et ici aussi, on voit que son buste a tendance un petit peu à s'effriter, malheureusement. On ne peut pas faire grand-chose contre cela. Et donc, comme je vous le disais, ici en dessous, voilà, nous avons toute une série de galeries que je vais vous faire découvrir maintenant. Donc, vous voyez, pour vous montrer encore voilà, avant que nous y allions, je vais vous montrer ici. Par exemple, voilà, nous avons ici une tombe en surface. Ici, ce site est une double concession. Vous voyez, c'est relativement large. Eh bien, en dessous de cette double concession, il y a d'un côté 5 corps, et on retrouve uniquement les noms ici, et de nouveau, sur l'autre concession juste à côté, de nouveau 5 corps. Donc on a vraiment la possibilité de décupler le nombre de personnes enterrées finalement, qui souhaitaient absolument se retrouver voilà, dans ce cimetière très symbolique. Alors peut-être aussi avant de descendre, peut-être vous montrer, je vous parlais d'une taille particulièrement importante, vous voyez ici derrière moi, tout au bout, eh bien c'est par là que tout à l'heure nous aurons l'occasion de sortir. Donc vous voyez la taille sur plusieurs couloirs, la taille de ce cimetière souterrain. Donc on est vraiment dans quelque chose d'exception que finalement peu de personnes connaissent. Il a un intérêt particulier, c'est l'un des seuls exemplaires en Europe du Nord. Je crois qu'il y a encore un exemplaire du côté de Molenbeek aussi, une petite partie d'un cimetière souterrain, donc des galeries funéraires, mais sinon ce sont des choses tout à fait exceptionnelles en région bruxelloise. C'est d'ailleurs l'exemplaire le mieux conservé, comme vous le savez peut-être. Il a été restauré il y a quelques années, donc entre 2013 et 2017, lorsque j'étais échevin de l'urbanisme et du patrimoine, j'ai eu cette énorme chance de restaurer l'entièreté ici, pour un budget quand même assez conséquent, comme vous disiez, pour un territoire assez vaste. Donc on en avait quand même pour près de 5,5 millions. C'était un budget très important, mais qui, je pense, se justifiait. Alors, venez avec moi, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très étonnant. Voilà. On a une simple entrée, on ne sait pas très bien où on va, et pourtant, vous allez voir que ça ne laisse pas indifférent. Voilà. Donc ici, on change d'ambiance. Voilà, j'espère qu'on me voit toujours. Mais dans quelque chose de tout à fait particulier, voilà, nous sommes dans une atmosphère totalement différente. Et comme je vous le décrivais au-dessus, nous avons la partie souterraine du cimetière. Trois allées importantes qui permettent, comme je le disais, de retrouver la partie qu'on avait en surface. Eh bien, on la retrouve en sous-sol. Je vais commencer peut-être, puisque je vous décrivais la tombe de Boxthal, eh bien ici, on retrouve là aussi Émile Boxthal. Ici, d'un côté, on lui a fait un honneur tout à fait particulier
eu égard à ses fonctions et à sa création, puisque ceci est une de ses œuvres majeures. Le cimetière, voilà, les galeries funéraires et le cimetière de Laeken qu'il a vraiment révolutionné. Et je vous disais également Poulart, donc Joseph Poulart, qu'on retrouvait en surface et dont on retrouve la tombe ici. Donc lui se trouve ici et sa famille à côté. Donc vous voyez, une magnifique sépulture, donc concession à perpétuité, là aussi pour tous les services qu'il a rendus à la ville. Vous voyez, pour le sens du détail, c'est amusant, on voit des éléments d'ailleurs en bronze. Ce sont des éléments qui sont très proches de ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le palais de justice de Bruxelles. Hasard, on ne sait jamais. Et donc là, une partie de sa famille, puisque c'était une grande concession qu'on retrouve de ce côté-ci. Mais ça fait partie de la même concession. Voilà. C'est un endroit tout à fait unique. Ça appelle un peu au recueillement, au silence. Vraiment, quand je vous décris cela, c'est un peu difficile, mais vous voyez que c'est très étonnant. Et on a, je vous dis, près d'1 kilomètre comme ça, en souterrain. Alors ces galeries, si je vous avais emmené ici, il y a une dizaine d'années, vous n'y seriez pas rentré. On avait fermé cela avec toute une série de planches, de barrières, de barricades, parce que c'était dangereux, c'était en train de s'effondrer, et il s'en est fallu de peu pour qu'on perde ce témoignage extraordinaire, ici, du patrimoine bruxellois. Heureusement, on a pu trouver les moyens nécessaires. Je pense que les personnes enterrées ici le méritaient. Et voilà, ici, nous sommes dans la partie donc, la plus ancienne. Il y a, pour ainsi dire, 3 parties. Une partie ici très néoclassique, et vous voyez, on a essayé de ne pas trop toucher aux tombes, de garder en fait la patine ancienne. Ici, vous voyez, il y a eu des coulées d'éléments calcaires, etc. Eh bien, on a essayé de ne pas trop y toucher parce qu'on estimait qu'on aurait perdu une partie de ce qui fait le charme de l'endroit. Mais ça a été un débat assez compliqué avec le patrimoine pour savoir qu'est-ce qu'on allait conserver, comment est-ce qu'on allait préserver les choses. Bon, évidemment, il faut bien se dire que beaucoup de plaques étaient même tombées, hein, ça devenait assez dramatique, on voyait les tombes, on voyait justement les cercueils qui se trouvaient derrière. Ici, typiquement, voilà, c'est l'occasion de vous le montrer, vous avez une concession au-dessus, en surface, et derrière, vous avez une série de loges, de petits endroits au-dessus, une là, une ici, une là en bas et une tout au-dessous. Ça vous permet, je vous le disais tout à l'heure, de multiplier par 5 la capacité. Et les tombes, au final, elles sont tout à fait simples. Hein. Voilà, c'est simplement un grand trou, et hop, on vient ici, beaucoup plus facile, beaucoup plus propre, et beaucoup plus hygiéniste, j'en parlais tout à l'heure, hop, pour aller mettre le cercueil si nécessaire. Je ne vais évidemment pas rentrer dedans, je trouverais que ça manquerait un peu de décence, mais vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez unique. L'occasion de le montrer pour Halloween, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors ici, on est vraiment sur tout à fait le début du cimetière, l'occasion aussi peut-être de vous présenter un certain nombre de familles, parce que certaines, comme je vous en parlais tout à l'heure, ont souhaité avoir des caveaux très importants. Il y en a certains qui se sont, comme on dit, qui se sont lâchés. Ici, la famille Van der Burch, voilà, je pense les comtes Van der Burch, qui ont fait une concession particulièrement importante en sous-sol, donc en plus d'avoir une représentation à l'étage, ici, eh bien, on a une porte fermée, scellée, voilà, pour ne pas ennuyer évidemment les morts. C'est l'une d'entre elles, mais il y en a pas mal d'autres. Voilà. Ici, une autre, voilà, peut-être, qui a-t-on ici René Leclou, et ainsi de suite. Bon, il y a un peu de tout. Celui-là n'est pas le plus connu, mais je vais vous en montrer une très connue aussi, puisque parmi les familles connues, je vous ai cité évidemment Émile Boxtal, Joseph Poulart, mais il y a notamment les familles Van Volxem, une illustre famille bruxelloise, ou encore justement la famille Vaxelaire. Les Vaxelaire qui sont aussi une illustre famille bruxelloise et qui ont créé le Bon Marché, devenu Inno et tous ces grands magasins. Voilà, ça c'est aujourd'hui ce qu'il reste de la concession de la famille Vaxelaire. Voilà. Ils ont voulu marquer justement le côté catholique, et donc vous le voyez, c'est vraiment marqué ici sur la porte. Malheureusement, certaines de ces concessions ne sont plus toujours scellées ou ne sont plus toujours fermées, mais ça permet déjà de se rendre compte. Heureusement, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à voler. Ce sont uniquement des endroits qui sont prévus pour pouvoir enterrer les membres de la famille.
on a une magnifique représentation à l'étage, et bien ici, on les retrouve. Donc, l'occasion de vous montrer que c'est quelque chose quand même d'assez étonnant. Alors, on va continuer sur le reste de ce cimetière, voilà, ces galeries funéraires, et je vous propose de passer, donc, après la partie dite un peu classique ou néoclassique, eh bien, on va passer à la partie du centre qui, devant le succès énorme justement de ces concessions, on va devoir, comme je le disais, agrandir le cimetière encore et donc faire une deuxième partie. On peut passer par la galerie du centre. Ah oui, peut-être encore un détail. C'est l'occasion de vous le montrer, de vous montrer les saccages aujourd'hui que l'on subit parfois dans les cimetières. Cette statue, il y a encore 6 ou 7 ans, était dans un état impeccable. Et vous voyez, malheureusement, c'est l'objet d'une commande, comme on le dit. Malheureusement, un collectionneur a scandaleusement demandé, visiblement, à des vandales de casser les têtes. Vous le voyez ici. C'est une statue inestimable, hein. Il faut le savoir. Nous avons évidemment porté plainte à l'époque. C'est assez dramatique, mais bon, voilà. Il a voulu à moindre frais récupérer quelques œuvres pour chez lui, mais aujourd'hui, cette œuvre, malheureusement, ne vaut plus grand-chose, puisque sans les têtes, c'est assez triste. Et c'est ce que nous vivons, malheureusement, beaucoup trop, encore dans les cimetières bruxellois. Je ne sais plus exactement. Oui, c'est ça, exactement. C'était une œuvre qui avait été faite en hommage à Bortier. Bortier, voilà, on le voit ici, qui conseiller de régence de la ville de Bruxelles, qui a fait beaucoup justement pour la ville et pour les connaisseurs et les bouquinistes. Vous connaissez peut-être la galerie Bortier, donc la galerie qui porte son nom dans le cœur de Bruxelles. Ben voilà, c'était une statue qui lui rendait hommage. Vous voyez, aujourd'hui c'est assez triste de se rendre compte que, ça n'est pas malheureusement la seule, mais de ce que peuvent subir parfois les œuvres d'art dans les cimetières, parce qu'elles n'ont pas le même contrôle social, il n'y a malheureusement pas assez de caméras. Alors voilà, ici la famille Van der Straten le Vieux par exemple, vous voyez, c'est très impressionnant, hein. Et on a tous les codes également les symboles justement des morts, donc le flambeau à l'envers, voilà pour marquer le coup, vous voyez. Donc il y a une très grande richesse justement dans la façon dont on décrit l'art funéraire, et donc c'est intéressant. Ici, vous voyez donc de nouveau une autre galerie. C'est l'occasion aussi de vous la montrer parce qu'elle a été, vous seriez venu de nouveau il y a quelques années, elle était totalement condamnée, elle risquait complètement de s'effondrer. Et on a bien fait de faire cette restauration, je pense que ça valait la peine. Je parlais tout à l'heure du flambeau à l'envers, vous voyez, c'est une façon vraiment de marquer la mort. D'autres ont voulu le marquer autrement, avec des symboles plus chrétiens. Donc on a vraiment cette richesse très importante. Voilà, et on va continuer ici encore un petit peu plus loin. C'est des galeries à n'en pas finir, hein. On pourrait presque s'y perdre. Voilà. Alors, l'occasion de vous montrer aussi une autre tombe assez originale. Ici, concession très large, vous voyez. Ici, je vous parlais tout à l'heure de la famille Van Volksem. Eux, ils ont fait une concession extrêmement large. Ils étaient un grand nombre dans la famille. On les retrouve là derrière cette porte. Et ils ont fait une sorte de descriptif de qui était enterré. Donc, si vous voyez, c'est une plaque en perspective en disant, ben voilà, du côté droit, vous aurez au-dessus Axel Van Eggeren et son épouse, et ainsi de suite, dans la famille Van Volksem, etc. Donc, on sait exactement ce qu'on va retrouver à l'intérieur, comme si on faisait un petit plan Ikea. C'est amusant de le voir comme ça. Et certaines concessions qui sont encore disponibles. Comme vous voyez, ça signifie que là ou là, il y a encore de la place éventuellement. On voit qu'ici, M. Jacques Hortz aurait été enterré ici en 1989, donc on continue à utiliser ces caveaux. De la même façon, de l'autre côté aussi, comme vous le voyez, il y a encore une série d'occupations. Je vois d'ailleurs qu'une personne est décédée en 2020, donc vous voyez que c'est encore relativement récent. Les familles continuent encore à l'utiliser. Donc contrairement à ce qu'on croit, ce cimetière est loin d'être mort, ça continue à être un patrimoine vivant, sans mauvais jeu de mots, de ce que nous avons. Alors certains ont voulu le marquer différemment. Voilà. Ici, il n'a pas eu son tombeau de la même façon, mais il a voulu le marquer d'une façon un peu originale. Donc vous voyez, ici, la famille a voulu faire en sorte comme si
le cercueil sortait un peu directement de la tombe. C'est aussi quelque chose d'assez original. Et on en a plein comme ça. Je vous dis, il n'y a pas que des plaques, on a certains qui se sont, comme on dit, qui se sont lâchés avec quelque chose de très original. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je vous convie sur la deuxième partie, qui vaut la peine aussi. Voilà. Donc, une série de tombes, ça continue. Hein. Je ne vais pas toutes vous les présenter, je vous rassure. Elles seraient un peu nombreuses. Mais pour que vous puissiez vous rendre compte, avec voilà, certaines en très bon état, d'autres pas. Voilà, je pensais que ça rejoignait, je me suis trompé, désolé. Les aléas du direct, exactement. Merci Olivier. Voilà. Mais, oui, c'est un peu compliqué évidemment, parce que, comme je dis, cette œuvre a été faite en fait un peu comme ça, au fur et à mesure. On fait une première partie, puis devant le succès, on ajoute un couloir, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on fait une deuxième phase, et on pense toujours qu'on va avoir assez de tombes, et puis voilà, c'est pas pour rien que c'est sur plus de 60 ans qu'on va développer ce cimetière souterrain. Voilà. Donc, je vous propose directement alors de passer par ici. Voilà. Il faut faire un choix hein, dans tous les couloirs. Ici, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, on voit déjà le bout. Parfois, c'est un peu compliqué de savoir où est-ce que ça se rejoint et où ou pas. Donc, ici, vous le voyez, toujours le même style, la partie ancienne. Et vous allez voir, on a un accès, d'ailleurs, qu'on va retrouver au milieu pour la deuxième phase. La deuxième phase qui arrive donc à l'embouchure à peu près au début du XXe siècle. Donc au-dessus, juste pour votre information, vous voyez, on voit toute une série de fenêtres voilà, qui permettent d'illuminer, d'éclairer ces belles galeries funéraires. Donc c'est aussi intéressant parce que quand on marche, la plupart des personnes ne font pas très attention. Mais ça permet aujourd'hui d'être baigné de lumière. On est un peu dans l'ombre quand même, hein, ça permet quand même d'avoir un recueillement. Mais il y a quelque chose quand même d'assez fort. Et si je ne parlais pas autant, vous n'entendez rien ici, c'est vraiment quelque chose de très apaisant. Ce n'est pas pour autant qu'on va faire des fêtes pour Halloween, hein, mais ça permet de se rendre compte, vous voyez, des couloirs adjacents et ainsi de suite. Donc voilà, on l'a fait en fonction des possibilités, vu la demande. Certains qui avaient les moyens, certains donc, ont vraiment fait beaucoup pour faire parler d'eux, hein, voilà. Adolf Candler, voilà, avocat auprès de la cour d'appel et ainsi de suite. On voit vraiment, lui il a un beau CV et il l'a bien marqué ici. D'autres parfois plus discrets mais néanmoins, voilà, ça vaut la peine parfois de s'y perdre pour se rendre compte qu'on a plus de personnalité qu'on ne le croit. Voilà, ici, la famille Afchin, là aussi, une porte particulièrement importante. Voilà, on a vraiment un portique qui marque un peu le coup. Je n'ai pas le plaisir de connaître la famille, mais vous voyez qu'ils ont quand même fait les choses en grand. Et on en retrouve comme ça assez bien. Alors, accompagnez-moi ici, voilà, pour vous rendre compte. Donc on va bientôt passer ici à la partie centrale, voilà, avec la nouvelle entrée qui est créée. Cette nouvelle entrée ici. Et donc, ici, on a une partie plus neutre, qui est moins néoclassique. Elle essaie de copier, en fait, la partie de 1867, mais au niveau des bétons, ça a été une catastrophe, parce qu'elle avait très mal vécu, avec des infiltrations partout. C'était la partie la plus en mauvais état, et donc ça a été un travail assez considérable. Si vous regardez d'ailleurs là-bas, on retrouve même encore certains éléments qui permettait jusqu'il y a quelques années de soutenir les voûtes. Voilà, on va garder quelques reliquats. De l'autre côté, pour la petite histoire, voilà, des portes à certains endroits qui servaient à mettre éventuellement des cercueils en attente, avant que la famille n'arrive, etc. Donc il y avait toute une série d'éléments accessoires à la fonction principale de tombe. Donc on pouvait les ranger en quelque sorte dans une sorte de caveau d'attente. Voilà. Donc ici, on change un petit peu d'ambiance, la taille change aussi, vous le voyez, et on va bientôt passer
dans la troisième partie. Je vous en parlais, devant le succès continuel, eh bien, on va passer avec une troisième phase en 1935. Et en 1935, eh bien, on est dans une partie très art déco. L'art déco, vraiment, elle va en poupe. Et donc, on décide de s'adapter, justement, au goût de l'époque et de faire quelque chose qui s'adapte, justement, aussi pour les populations qui ont envie d'avoir quelque chose d'un peu moins classique. Le classicisme n'est plus tout à fait dans les mœurs. Et donc, on a envie de quelque chose qui soit un peu plus... Voilà. On n'a malheureusement pas réussi à convaincre un maître de l'art nouveau, mais l'art déco, c'est pas mal aussi, justement. Et donc, on va avoir ici, vous le voyez, le portique, qui est effectivement extrêmement art déco. Voilà. C'est assez marqué. Et alors, c'est marqué tant en sous-sol qu'en surface. En surface, c'est très marqué, avec en même temps un classicisme total, mais en même temps, justement, quelque chose qui est aussi marqué au niveau de l'architecture en sous-sol. Voilà. Donc avec de nouveau toute une série de familles, certains qui le marquent discrètement et d'autres voilà, qui ont envie de marquer de façon plus claire. Voilà. De nouveau, le même principe. Hein. À certains endroits, on avait 5 tombes. Ici, à ce niveau-ci, nous n'en avons plus que 4. Donc chaque fois que nous avons une concession en surface, on retrouve 4 concessions en sous-sol, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Donc, attention à la marche. Voilà. Donc, ici, donc, la partie vraiment complètement art déco, comme je disais. Voilà. Ça se marque dans, justement, les lignes un petit peu plus épurées. C'est très clair, c'est rangé, c'est propre. Voilà. Et si vous le voyez au-dessus, on a plus de lumière aussi. On essaie de baigner encore un peu plus les couloirs dans la lumière du jour, autant que possible, pour avoir à la fois les avantages du recueillement pour les familles endeuillées et à la fois la possibilité quand même d'avoir un peu de lumière. On n'a pas envie de venir ici à la bougie, surtout lorsque, je rappelle que souvent les familles, elles viennent le 1er novembre. Donc le 1er novembre, il commence déjà à faire noir, donc c'est parfois difficile. Voilà. Une partie tout à fait exceptionnelle ici, avec un bel arrondi. Vous voyez, ici, ben, c'est l'occasion de passer par, on va passer par là et on va faire le tour. Vous voyez, c'est quand même assez unique. Et ici, sur ce mur-ci, et les murs qui se trouvent, certains murs, voilà, on a déjà évolué. On a tendance justement à incinérer les personnes et à garder uniquement des urnes. Vous voyez, il y a encore des places disponibles éventuellement. Donc, c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc, il y a la possibilité d'avoir une concession, si on veut se faire incinérer, et de garder l'urne, pas chez soi sur sa cheminée, mais dans le cimetière, eh bien, on peut le mettre ici, dans une partie art déco. Voilà. Sait-on jamais s'il y a des amoureux de l'art déco, voilà. J'imagine que personne n'envisage de mourir trop vite, mais sait-on jamais. Donc voilà, une partie assez unique. Peut-être derrière, l'occasion aussi de montrer voilà, un bel ensemble justement art déco qui est très bien conservé et qui lui avait moins souffert du temps, même si il y a quelques années, c'était, comme je disais, c'était un peu un passage dangereux ici. Et on en termine ici, voilà, avec l'arrondi qui termine la visite. Alors, vous allez comprendre en allant en surface justement à quoi ça correspond au-dessus. Je le disais, voilà, les dernières tombes, parce que même si on termine ceci en 1935, toutes les tombes, tous les caveaux ne sont évidemment pas utilisés tout de suite. Vous voyez les dates, 1982, 1961, 1955, 1965, et ainsi de suite. On a un peu de tout. Donc, dans certains cas, les caveaux ont déjà été utilisés plusieurs fois, parce qu'en général, les concessions sont de plus en plus courtes. À une époque, c'était des concessions de 50 ans, puis ça a été 20 ans, puis maintenant, on est plutôt sur des concessions de 5 ans qui peuvent être reconduites. Donc, vous voyez ici, on a une situation assez intéressante. Voilà. Et là, on est dans quelque chose qui, de nouveau, reprend la lumière. Voilà. Accompagnez-moi en haut pour vous rendre compte, justement, tout le parcours souterrain qu'on a eu l'occasion de faire. Je vous décrivais tout à l'heure, justement, l'élément en disant on ira jusque-là. Eh bien, nous arrivons dans l'arrondi,
ici, tout au bout du cimetière. Ça appelle aussi au recueillement. On est dans quelque chose d'assez calme. Et on a d'ailleurs encore installé quelques plaques pour le principe ici. Voilà, il y a des personnes qui sont encore enterrées derrière. On a encore des plaques même relativement récentes, hein. 75 ici, 50, 39 et quelques-unes encore plus récentes ici. 82 par exemple, donc vous voyez que c'est un cimetière qui continue à être très occupé et très demandé d'ailleurs aussi. Il y a un vrai attachement des Bruxellois et des Laquenois plus précisément pour ce cimetière qui fait partie de leur quartier et qui fait partie de leur vie. Et vous voyez, comme je le disais, la partie art déco ici, nous sommes vraiment dans une vraie œuvre d'art globale, une vraie œuvre d'art art déco. C'est tout à fait extraordinaire de pouvoir se dire que, voilà, pour les personnes qui sont enterrées et pour leur famille, de pouvoir se dire, eh bien voilà, on rend hommage à la personne décédée en la mettant ici. On a l'impression quand même de ne pas la mettre, pour le dire à la bruxelloise, au stort. On fait quelque chose d'assez sympathique. Je vous montrais les plaques en dessous. Eh bien, toutes les tombes sont similaires. La seule chose qu'on retrouve, et ça correspond aux plaques qui se trouvent en dessous, voilà, ici par exemple, la famille Gilson, la famille Cochet, la famille Alsteins, et ainsi de suite, et on continue. Donc, on a vraiment tout ce descriptif dans une belle œuvre. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique et sur plusieurs rangées, voilà, avec cette jolie perspective sur cet élément pour terminer. Donc, on a presque l'impression d'être dans un cimetière militaire quand on voit ces tombes qui sont toutes pareilles les unes avec les autres. Donc voilà. L'occasion, voilà, de vous montrer ce lieu unique, ce lieu qui fait partie de la vie des Bruxellois. Alors, moi je vous convie vraiment à venir découvrir ou redécouvrir ce cimetière parce qu'il en vaut vraiment la peine. Il est un lieu d'exception, comme je le disais tout au début, c'est vraiment le Père-Lachaise bruxellois et il se laisse découvrir et redécouvrir encore. C'est bien simple, à chaque fois que j'y retourne, je continue à découvrir des personnalités, des tombes, de personnalités, d'anonymes parfois, mais qui sont magnifiques, qui sont exceptionnelles. Et ça n'a rien de glauque d'aller dans un cimetière quand on voit la richesse architecturale que nous avons ici en termes d'art funéraire. Donc vraiment, je vous y encourage parce que c'est vraiment un vrai lieu de mémoire et un vrai lieu de patrimoine pour les amoureux évidemment de ceux-ci. Mais j'imagine que si vous avez pris le temps de suivre cette vidéo, c'est que vous êtes comme moi un vrai amoureux du patrimoine. Donc j'espère que vous aurez le plaisir comme moi de découvrir ou redécouvrir ce lieu d'exception. Voilà, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée et joyeux Halloween également.